Bonsoir à tous, bienvenue à cette autre soirée de dentisterie avec Dr. José Marcoux. Mon nom c'est Hélène Perra, je suis graduée diplômée de la promo 99 de la faculté de médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe et c'est moi qui ai le plaisir d'être votre hôte, de diriger les questions. C'est Dr. Marcoux qui donne le contenu et ce soir on va parler de douleurs dentaires. C'est peut-être la dernière de l'année ou en tout cas l'avant-dernière. On va vous faire un petit sondage tantôt pour savoir quand sera la prochaine soirée qui va être un quiz récapitulatif sur tout le contenu qu'on a vu depuis qu'on a commencé nos soirées webinaires. Donc, depuis un an et demi environ, José? Ouais, c'était mai ou juin, je pense. Exactement. Donc, José a même fait l'effort d'aller revoir certains webinaires puis de retrouver des questions. Fait que le prochain, ça va être vraiment le fun qu'on va vous faire voter. Donc, c'est pour ça que je dis, je ne peux pas vous donner la date tout de suite. Je vais enchaîner en présentant José immédiatement. Donc, José, elle était acupunctrice dans une vie antérieure. Moi, ça me fascine à chaque fois parce que je crois beaucoup à l'acupuncture. Ça m'a beaucoup aidé avec des problèmes de coiffe rotatoire. Elle est rentrée en médecine vétérinaire. Elle a été diplômée en 2016. Elle a fait, dès son entrée en médecine vétérinaire, elle savait qu'elle voulait faire la dentisterie. Fait qu'elle a tout le temps axé ses stages en fonction de sa future carrière. Elle a fait son internat à la fac, sa résidence, elle a fait plein de stages et depuis 2020, de novembre 2020, elle s'est jointe à l'équipe de Yvette Mobile. Donc, elle se promène avec son équipe en clinique vétérinaire, en établissement vétérinaire et elle s'occupe de vos petits patients. Et puis, Josée, veux-tu enchaîner et expliquer un peu comment fonctionne ton service? Oui, tout à fait. Fait que si vous avez un patient que vous avez besoin de moi pour le traiter, en fait, on commence par une consultation qui se fait les vendredis. Donc, vous allez juste envoyer une requête et le dossier du patient pour que moi, je le lise à l'avance. Et puis, on arrive le vendredi. Ça se fait en mode drop-off, c'est-à-dire que le client laisse le patient le matin. Moi, je passe pendant la journée, je l'examine, je fais un rapport, je fais un estimé. Et puis, je discute avec vous de qu'est-ce qu'on pourrait faire sur ce petit patient-là. Et puis là, quand le client revient, bien là, vous pouvez discuter avec lui des options. Puis, si c'est accepté le plan, bien, on se revoit une autre fois. Fait que les journées de chirurgie, c'est les mardis, mercredis, jeudi. Et puis là, j'arrive avec ma ou mes techniciennes, selon la situation présente. Fait que ça prend une autre cadre de chirurgie. Puis là, on arrive, c'est relativement clé en main là, le jour de la chirurgie. Donc, vous recevez le patient le matin. Maintenant, dans une cage, nous, on arrive, je refais son petit TPR. On fait la procédure, on induit nous-mêmes, là, on fait pas mal tout, on fait la procédure. Puis ensuite, avant de partir, bien là, je vous parle comment ça a été, ces choses-là. Je vous remets le congé que vous pouvez donner direct au patient pour que vous n'avez pas à réécrire de rapport. Et puis, le patient s'en va, il fait une longue vie heureuse. S'il y a une réévaluation, ça, c'est inclus avec moi. C'est gratuit. Par contre, si c'est une réévaluation simple d'extraction, souvent, les vétérinaires, vous aimez mieux les faire vous-même. Mais bref, si ça prend une réévaluation, on le refait sans problème, sauf si c'est les vendredis. Fait que, on se parle tout au long puis on fait ça ensemble. C'est cool. Et puis, pour tes requêtes, est-ce que tu aurais une petite demande spéciale à faire? En fait, c'est pas juste pour mes requêtes, c'est pour toutes questions confondues. S'il vous plaît, je l'ai dit une fois, il y a comme eu une amélioration pendant une semaine, mais un signalement du patient dans vos questions, même si ça a l'air super niaiseux, puis envoyer une radio puis vous dites genre, hey, c'est évident, ou c'est pas important, en fait. Oui, c'est important. Je peux avoir un signalement de patient, ça m'aide beaucoup à orienter mes diagnostics, mes différentiels, mes plans de traitement, même, c'est pas le même plan si le patient a 13 ou 23 ans. La race aussi, des fois, ça m'aide. Et puis, si vous me faites des demandes d'estimer, ça m'aide beaucoup quand j'ai un prénom de patient parce que je les rentre dans l'ordi. Puis, des fois, quand ça vire en procédure, mais c'est vraiment plus facile, moi, de les retrouver si j'ai un petit prénom puis pas juste le nom de la clinique. Je finis par les retrouver pareil, mais ça, je fais au moins 5 estimés par jour. Là, fait que signalement, prénom, ça serait super apprécié. À part ça fait plaisir de répondre à vos questions. Super, parfait. Meilleure façon de te rejoindre par courriel? Oui, définitivement.
Super. Dernier petit point, je le répète à chaque fois, mais la politique de l'OMVQ a changé pour la formation continue. Donc, on n'a plus besoin de soumettre en avance le sujet. C'est maintenant, grâce à votre bon jugement, vous décidez si oui ou non c'est digne de la formation continue. Ce soir, on ne parlera pas d'équipement ou de produits. Donc, vous pouvez l'enregistrer dans votre dossier comme la formation continue. Ça, c'est avec l'OMVQ. Ce n'est pas reconnu par la TSAC, par exemple. On ne fait pas le processus. Vous comprendrez que c'est des soirées gratuites que Josée fait ça à temps perdu. Donc, on ne fait pas le processus avec la TSAC, mais avec l'OMVQ, vous pouvez le mettre dans votre dossier. Veux-tu faire un petit topo pour les loupes, midi-loupes, Ah oui, c'est vrai. les lunettes, parce que tu as eu quand même pas mal de demandes pour les lunettes grossissantes? Fait que je recommande à tout le monde d'acheter des loupes. Ça aide vraiment beaucoup en chirurgie. Puis j'avais quelques vétérinaires là, qui m'avaient écrit. J'ai contacté la compagnie. Ils ne m'ont pas répondu pour le moment. Je suis un petit peu déçue. Mais en fouillant dans mes choses, j'ai retrouvé la carte d'affaires de la rep à laquelle j'ai parlé pendant le forum directement. Puis j'ai renvoyé un courriel à elle spécifiquement aujourd'hui en espérant avoir des nouvelles. Parce que si vous voulez des loupes, il faut se faire mesurer. Donc, j'aimerais ça essayer de la faire venir là, que ça soit fait efficacement. Parfait. Puis les loupes, qu'est-ce que tu disais que c'est qu'il l'ajuste vraiment, il l'ajuste selon la hauteur des mains, selon la distance entre les yeux. Premièrement, vous pouvez choisir votre Même monture. si vous avez ça, ce n'est pas suffisant. C'est drôle, je suis en train de dire. Oui, il y a la distance pupillaire qui est importante, mais il y a aussi la distance de travail. Fait qu'ils vont vraiment vous asseoir puis voir vos mains sont à quelle distance que vous ne voyez pas au complet. Là, mais bref, j'ai les bras pliés à 90 degrés. Fait que dépendamment même de la longueur de votre bras, la longueur de votre tronc, votre distance va probablement changer. Ça dépend aussi si vous travaillez debout ou assis. Fait que ma tech, elle, qui travaille debout, elle a fait mesurer ses langues. Sa distance de travail est beaucoup plus longue que la mienne. Fait que c'est vraiment individuel. Là, fait que, on ne peut pas juste les acheter, de dire à la rep, oui, j'en veux. Il faut vraiment que quelqu'un vous mesure. Puis de faire ça à distance, c'est chiant si vous allez chacun chez vos optométristes. Bref, j'aimerais ça qu'elle vienne. Fait que je travaille là-dessus. Parfait. Moi, j'en ai parlé à l'AMVQ pour qu'ils essaient de les faire, qu'ils fassent venir. Puis, dernier point aussi intéressant que je trouvais, c'est que tu disais que ils peuvent changer les forces de prescription là, sans frais. Si votre prescription change, premièrement, si vous avez besoin d'une prescription, ou si votre prescription change au courant de votre vie, mais ils peuvent simplement changer les verres. Vous n'avez pas nécessairement besoin de racheter des loupes au plein prix à chaque fois. Je ne sais pas si ça, c'est plein prix. S'il y a des frais ou pas, mais s'il y a un frais, c'est moins de 100 là, c'est vraiment pas, ça vaut le prix des loupes. Puis cette compagnie-là, en particulier, offre les loupes garanties à vie. Donc, c'est même pas des fausses fabrications. Là. Vous vous asseyez dessus et vous les remplacez. C'est probablement les seuls loupes que vous allez acheter dans votre vie. Là, fait que c'est pour ça qu'ils les connaissent bien, eux autres. Puis nous, on n'a pas de kickback de tout ça. Là. C'est vraiment parce que Josie y croit et elle m'a convaincue, même si je n'en ai pas besoin. Médicine en a acheté, ma technicienne à moi, fait qu'on va les avoir prochainement, on va pouvoir les essayer. Puis j'ai des collègues qui ont déjà acheté de eux et qui m'ont dit qu'ils étaient satisfaits. Je ne vais pas les impliquer, là, mais j'ai quand même des gens autour de moi qui en ont. Parfait. Il y a quelqu'un qui veut... Oui, Dr. Savoie, on va ajouter son nom. Il y a quelqu'un qui vient nous écrire. Good. Fait on va commencer par le sondage. Donc, la prochaine activité, c'est un quiz. Ça va être interactif, ça va être le fun. On ne fera pas un caout, là. Ça ne va pas être des questions comme la TSAC a fait là, ou d'autres organisations. Là. C'est vraiment... les gens vont pouvoir utiliser le Q&A ou le chat pour répondre comme on fait d'habitude. Là. Donc, il n'y aura pas de prix de présence. Bien, peut-être un prix de présence. Une fois, j'ai fait un tablier avec des œufs de poule dessus. Là, c'était drôle. Mais il n'y aura pas un prix là, pour le gagnant. Là. On ne veut pas rendre ça compétitif. Là. On veut vraiment comme faire un recap de tout ce qu'on a vu. Alors, je lance le sondage. Fait que vous devriez voir à l'écran quelle date vous convient le mieux pour le quiz de la Fée des dents. Ça, c'est Josée. Il y a le lundi 12 décembre à 19h ou le lundi 9 janvier à 19h. Ouf, c'est serré, c'est serré, c'est serré. Oh! Ça va être déchirant. C'est moitié-moitié ou presque. C'est une bonne nouvelle. Hein? On est rendu à 41 votes. Est-ce que vous les voyez, les résultats, ou je suis la seule? Moi, je les vois pas, en tout cas. C'est vraiment, c'est 50-50. Là. Bon, on fera bien que ça. Je ne savais pas si dans 2 semaines, ça serait comme trop de dentisterie, là. Mais ça a l'air que non.
Oui, alors, je vais juste les prendre. Hey, c'est 50, ben 50. Là, je vais juste le terminer. Je vais vous le montrer. J'espère que vous allez le voir. Là, il y a des gens encore qui votent. OK. Share result. Est-ce que vous les voyez à l'écran? Oh, 49-51 comme le référendum. Exactement. Alors là, on a un petit problème. On regarde une face. On n'avait pas pensé à ce scénario-là. Là. On va y penser. On va revenir avec ça, voir. Puis, on va faire, si on le fait, là, si on le fait le 12 décembre, est-ce que ceux du 9 janvier vont venir? Voilà ma question. Pourriez-vous, s'il vous plaît, mettre dans le Q&A si, juste voir, là, parce qu'on ne s'attendait pas que ça soit aussi serré que ça. Oui, probablement. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, je peux, aux 2 dates. Oui, j'aurais dû mettre ça dans les choix de réponse. Oui, les 2 dates, tu sais. Je n'ai pas été brillante. Ça a l'air d'être pas mal, oui. OK, oui, c'est pas mal, oui. OK, bon, ben gars, José. Non, quand je suis en vacances, non, désolé, je travaille. Oui, c'est ça. Hein, c'est toujours déchirant, là, trouver des dates. OK, good, merci à tous. Bien, on va commencer. Alors, je te laisse l'écran, le micro, le dance floor. Je ne vais pas partager ma présentation parce que c'est une vieille présentation qui n'est pas belle de quand j'étais résidente. Mais de toute façon, il y a plein de notes dessus, mais je vais comme un peu la suivre pour si jamais il y a une illustration fracassante, là, je vous la montrerai. Bon, fait que la douleur orale en médecine vétérinaire, c'est un grand mystère, je dirais. Il y a beaucoup de choses, un peu comme l'arthrose. Des fois, ça fait mal, des fois, ça fait pas mal. Des fois, tu as des lésions radiographiques, mais ça colle pas vraiment avec les signes du patient. Fait qu'on va essayer d'un peu démêler ça aujourd'hui. Je sais pas si on va réussir, mais c'est ça notre objectif. Le problème avec, justement, les douleurs orales, c'est que souvent, c'est des douleurs chroniques. Souvent, c'est des douleurs légères à modérées. Puis, il peut ne pas avoir de lésion qui est super évidente là, à l'examen physique. Fait que c'est difficile à déterminer. Puis, on sait que les douleurs légères ou que les douleurs chroniques, mais nos animaux ne vont pas nous montrer des signes super flagrants d'être en douleur. On n'a pas d'échelle. Toutes nos échelles existent pour la douleur aiguë. Fait qu'on n'est vraiment pas bon. Fait que c'est plate. Mais on va essayer de voir s'il y a des choses qu'on peut faire avec ça. C'est sûr qu'en médecine humaine, si vous arrivez, vous avez une douleur à la bouche, ben, ils peuvent vous poser plein de questions. Est-ce que ça réagit aux chaud? Est-ce que ça réagit au froid? C'est-tu en continu? C'est-tu une douleur qui apparaît et qui disparaît? Mais on n'aura jamais ce luxe-là en médecine vétérinaire. Fait qu'on n'a pas le choix de se fier aux lésions qui sont présentes. Fait qu'est-ce qu'il y a des lésions à la radio? Est-ce qu'il y a des lésions à l'examen physique? Tout, c'est pas mal notre seul recours. Mais ça serait le fun aussi de savoir, quand on voit ces lésions-là, ben, on voudrait être capable de les corréler à savoir si ça fait mal ou pas. Donc, si on veut démêler ça, rapidement, je ne vais pas trop vous écœurer avec ça, mais c'est quand même pertinent. Dans les dents, ou en fait dans la bouche, il y a 2 types de fibres ou de nocicepteurs qui vont vous transmettre des douleurs, des signaux de douleur, pardon. Donc, on a les fibres A-delta. Elles autres, on se rappelle, c'est quelque chose qui nous donne une douleur vive, rapide. Vous croquez à pleines incisives dans une boule de crème glacée, bien, la douleur causée par le froid, ça va être une douleur qui est immédiate, qui est vive, puis ça va être transmise par les fibres A-delta. À la limite, chez un patient, ça va être pas mal ça qui va être stimulé si, par exemple, il se casse une dent là, à l'instant même. Fait va avoir les fibres vont être inflammées, vont envoyer une douleur instantanée. Toutes les autres douleurs de pulpe, c'est-à-dire une dent qui est cassée, mais depuis plusieurs heures, depuis plusieurs jours, voire semaines, vont être plutôt, ces signaux-là vont être transmis par les fibres de type C. Ces fibres-là vont nous donner une douleur qui est lancinante, une douleur qui est sourde, qui est difficile à localiser. C'est pour ça, probablement, que les animaux ne manifestent pas ouvertement des signes, parce que, justement, c'est une douleur qui irradie sur peut-être la moitié du visage, que c'est là aujourd'hui, ce ne sera pas là demain, mais ça va être là après-demain. C'est variable dans le temps. Fait que ça, c'est quand
On a une douleur qui est causée par la pulpe, principalement des dents cassées chroniquement. On sait aussi que si on a une dent qui est cassée chroniquement, ça va finir par faire une lésion périapicale. Puis là, dans le ligament parodontale, on retrouve des fibres A delta. Donc, peut-être quand le patient croque sur quelque chose puis stimule son ligament parodontal, bien là, ça fait mal, il pourrait peut-être faire un sursaut, mais encore là, nos animaux, premièrement, sont super motivés à manger. S'ils savent qu'il y a une dent qui leur fait mal, ils peuvent décider de manger de l'autre côté. Jamais personne, visuellement, en regardant leur animal manger, vont être capables de voir ça. Fait que c'est vraiment difficile à objectiver. Il y aurait deux types de douleurs, des douleurs vraiment aiguës, vives qui durent une seconde, puis des douleurs de type chronique. Les signes de douleur, celle-là, je pourrais peut-être vous la partager. Ceci. J'avais fait la liste de ce qui est écrit dans les textbooks par rapport aux signes de douleur orale chez les animaux de compagnie. OK, je ne vais pas juste écrire mon application. Fait qu'on avait tout ça. Fait que douleur à la percussion de la dent. Bonne chance pour faire ça en clinique. Fait que vous cognez avec votre petit marteau, vous demandez à l'animal de croquer sur les différentes dents. Si nous, on a mal à la bouche puis on ne sait pas c'est quelle dent, notre dentiste il va vraiment essayer de localiser c'est laquelle. Nous, en médecine vétérinaire, mais tu ne peux pas demander au patient. On a des signes de mastication du côté opposé à la lésion. Encore une fois, bonne chance pour un propriétaire de voir ça. Plaque étape augmentée du côté de la lésion. Ça arrive parfois. Fait que pas nécessairement, c'est pas parce qu'on ne le voit pas que c'est pas là, mais des fois, vous allez avoir un patient, vous soulevez la lèvre, c'est super beau d'un côté, vous soulevez l'autre lèvre, puis, mon Dieu, on dirait que c'est la bouche d'un autre chien. Souvent, en dessous du tartre, il se cache quelque chose. J'ai eu quelques exemples, même moi-même, dans ma pratique, là. Souvent, c'est une dent qui est cassée, puis à cause que 3 pouces de tartre, on ne le voit pas. Mais ça mérite d'être investigué si jamais un jour vous avez ça, là, vraiment deux côtés de bouche très, très, très différents. On pense à recommander aux clients là, que ce patient-là ait un détartrage avec plus ou moins chirurgie. Là. Mais c'est très, très, très louche. Les autres signes qu'on voit dans les livres, salivation excessive du côté de la lésion, c'est pas très utile comme signe. Refus de préhension des objets durs ou préhension unilatérale, encore une fois, difficile à objectiver. C'est tous des signes genre vraiment pas satisfaisants. Douleur au brossage de dents, ça, c'est si le patient vous laisse brosser le dent. Irritabilité, ben oui. Fait que, on est vraiment un petit peu mal foutu pour essayer de détecter la douleur orale chez les patients. J'ai quand même ajouté moi-même des petits signes que j'ai vus dont ça vaudrait la peine de discuter. Anorexie. Fait que, des fois, on a des vieux patients qui sont présentés en clinique. Là, les clients nous disent « Ah, il ne veut plus manger. » Puis le client, c'est comme un shih tzu de 15 ans qui n'a jamais eu de soin dentaire. Je vous laisse examiner la bouche. Ça doit être ses dents. Des fois oui, puis des fois non. Puis là, souvent, les gens me demandent « Mais comment je fais pour savoir si c'est sa bouche ou si c'est juste le fait que c'est un patient gériatrique et qu'il y a comme 10 000 autres affaires qui ne vont pas bien avec? » Ben, c'est un peu qui est tout double dans le sens qu'il faudrait comme le traiter pour le savoir. Fait que là, il faut dire au client que ça va coûter 3 000 $ pour enlever toutes les dents pourries. Puis ça se peut qu'il soit encore anorexique après. Fait que c'est une situation qui n'est pas super le fun. Dans les livres, ils disent souvent que l'anorexie n'est pas due à la douleur orale puis qu'il faudrait qu'on se fouille pour d'autres choses. Mais personnellement, j'en ai vu plusieurs, là, des patients qui ne mangeaient pas parce qu'ils avaient mal à leur bouche. Fait que comment qu'on fait pour le savoir? Ben, c'est vraiment difficile. C'est sûr que les conditions que j'ai vues qui peuvent définitivement mener à de l'anorexie, les stomatites, fait qu'on sait la commissure des lèvres ou le fond de la gueule, aussitôt que les patients couvrent un petit peu, ça fait très, très mal. Fait que j'ai définitivement vu beaucoup de chats qui avaient des stomatites qui ne mangeaient pas bien. C'est rare qu'ils sont complètement anorexiques, par contre, là, mais ils vont mal manger. On va en reparler un petit peu tantôt. Puis, les stomatites de chiens aussi peuvent faire ça. Par contre, je dirais que la plupart du temps, les patients qui ont mal à la bouche, ça va être plus la dysorexie que l'anorexie complète. Puis, il ne faut quand même pas faire le raisonnement inverse puis se dire parce qu'il mange, il y a pas mal. Là, ça, premièrement, si j'avais une pièce pour chaque fois que j'entendais ça, je serais riche. Puis, j'aimerais mieux ne plus jamais entendre cette phrase-là de ma vie parce que je la trouve royalement stupide. Si vous avez déjà eu des chirurgies orales, on a toutes eu, la plupart, nous, on va enlever les dents de sagesse, ou j'ai eu des operculectomies, j'ai eu plein d'affaires.
Oui, j'avais mal à la bouche. Je n'ai pas cessé de me nourrir pendant la semaine que je n'étais post-op, OK? Les patients n'arrêtent pas de manger, n'arrêtent pas de vouloir vivre parce qu'ils ont mal à leur bouche. Ils vont gober la nourriture, ils vont manger de l'autre côté, ils vont trouver moyen de manger. Fait que je déteste quand les clients disent « Ah oui, mais mal, il y a pas mal à sa bouche » quand le patient a littéralement une swamp dans la bouche. Là. Ça m'énerve et ce n'est pas vrai. Les patients qui se frottent la bouche parce qu'ils ont mal, ça peut arriver, mais c'est super rare. Puis en général, c'est plus des douleurs aiguës. Je vais le voir beaucoup en post-op quand les fils de suture les achalent, mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'un patient nous donne un signe super clair de « je me suis cassé une dent, fait que je me frotte la babine là, avec ma patte ». On n'a pas des affaires claires de même en medvet. Refus de se toiletter, si on le voit chez les chats, surtout les chats qui ont des stomatites. Donc, ils vont devenir le pelage tout noueux, tout terne parce qu'ils ne se toilettent plus. Fait que ça vaut la peine de regarder dans la bouche, même si ce n'est pas une stomatite. Là, des fois, c'est on peut voir juste des signes de douleur. Pas de douleur, mais de lésions orales épouvantables, puis avec un pelage terne, mais ça se peut qu'il ne se toilette plus parce qu'il n'est plus bien dans sa bouche. Du air leaking, j'ai eu quelques patients présentés pour ça. Des lèchements compulsifs quasiment, là, où vraiment très intenses, des lèvres où ils semblent licher l'air ou licher on ne sait pas quoi. J'ai eu un cas, entre autres, très flagrant d'un patient qui était présenté pour ça. À l'examen clinique, il manquait une incisive. Je me suis dit, combien tu caches qu'on trouve une racine en dessous de ça? À la radio, effectivement, il y avait une racine. Puis pour dire, aucune lésion périapicale, la gencive était belle, rose pâle, il n'y avait vraiment aucun signe d'inflammation sur cette racine-là. On l'a enlevé quand même. Et le patient a cessé son comportement de air leaking après ça. Donc, ça peut arriver. Fait que si jamais vous avez des patients qui sont présentés pour soit se frotter la bouche ou du air leaking, mais il faut penser à regarder dans la bouche. Puis même au-delà de ça, j'irais jusqu'à faire des radios parce que des fois, c'est pas évident juste à regarder dans la bouche. Puis augmentation de la durée des repas. Je pense que j'ai une autre slide peut-être tantôt là-dessus. Mais il y a eu une étude super intéressante qui a été faite. Je pense qu'il y en a même plusieurs là, indépendantes là, qui ont toutes corroboré la même chose. Il y en a une qui a été faite carrément à la fac. Il y a eu un des étudiants de Paolo en anesthésie qui est maintenant le résident. Elle avait fait une étude sur la douleur post-op chez les chats, post-op de dentisterie. Et puis, une des choses qu'il a trouvées qui fitait avec les signes de douleur, c'était pas le fait que les patients étaient anorexiques, mais bien le fait que les patients prenaient plus de temps à vider leur bol que les autres patients qui étaient confortables. Puis autant on pouvait voir le même patient donc avant le traitement, après ou avant l'analgésie, puis après, puis autant on pouvait faire la différence entre les patients qui avaient mal versus les patients qui n'avaient pas de lésions dans la bouche. Là. Donc, ça ne fait pas toujours des patients anorexiques, mais ça fait des patients qui vont prendre plus de temps à manger. Puis encore une fois, pour un propriétaire, mais ça, c'est... ils ne vont pas cliquer là, que leur patient ne mange pas aussi rapidement qu'il devrait. Là, personne ne sait combien de temps ça devrait prendre à ce qu'un chat finisse son repas, mais c'est quelque chose qui, en recherche, est documenté. Il y a eu des études chez les rats aussi. Donc, c'est pas nécessairement qu'ils ne mangent pas, c'est juste qu'ils mangent plus longtemps. Je trouvais ça intéressant, puis je trouvais ça le fun en plus, ça a été fait à la fac. OK. Fait que, bref, nos signes de douleur orale sont très frustres chez nos patients en medvet. Puis l'autre chose, quand j'étais résidente, tous les signes que je viens de vous lister qui sont tous bien écrits dans les livres, là, si on va voir les références, c'est-à-dire ils se basent sur quoi pour dire ça, puis même les références là, les plus nouvelles, là, comme de l'AHA, etc., ils vont toutes voir c'est tout. Ils se réfèrent entre eux d'une étude à l'autre, puis là, à un moment donné, ça fait une loupe, puis là, tu te rends compte qu'il n'y a comme rien derrière ça. Là. Fait que tous les beaux signes que je viens de vous dire, ben en fait, c'est prouvé par rien du tout. Fait que voilà, on est un petit peu mal pris avec nos signes de douleur. Bon, fait que si on y va par maladie. Fait que la maladie la plus fréquente rencontrée en médecine vétérinaire, pas juste orale, mais bien toute maladie confondue, c'est laquelle? Pour l'instant, on n'a pas de... Tout le monde, je dis, vous avez entendu fibre A delta, vous êtes dit non. J'écoute pas ça. Ah ah!
Ah, presque. Oui, la maladie parodontale. Bon, est-ce que la maladie parodontale, ça fait mal? Ça, c'est une grande question. Puis même en humaine, c'est quelque chose qui est débattu ou il y a beaucoup de recherches de fait à ce sens-là, à savoir si la maladie parodontale, ça fait mal. Bon, on sait que la maladie parodontale, c'est l'inflammation, éventuellement la destruction des tissus qui entourent la dent. Fait qu'on a le ligament parodontal qui peut être impliqué là-dedans. Je viens de vous dire qu'il est rempli de fibres A delta. On a la gencive, on a l'os, on a tous ces tissus-là qui sont inflammés. Et est-ce que ça fait mal ou pas? On va en rejaser dans une minute, mais on a aussi les conséquences de la maladie parodontale qui sont accompagnées parce qu'on sait que nos patients se rendent souvent très, très loin dans la maladie, malheureusement. Fait qu'on a des fistules oronasales, on a des abcès, on a des fractures de mâchoire, des osteomyélites. Qu'est-ce dans tout ça fait mal? Bien, il y a des études qui ont été faites. Je pourrais vous remettre cette slide-là. On a un commentaire ici. Oui. À la percussion, signe de douleur, aussi un son plus sourd. Est-ce que tu as de l'expérience avec ça? Je pense que c'est rapporté quand tu essaies de voir si une dent est morte ou pas. Il y avait avant, on mettait une lumière pour voir si la pulpe était morte ou pas. Puis je pense qu'à la percussion aussi, il y avait une histoire de son mêlée là-dedans. Je ne sais pas s'il y a vraiment des études qui ont montré à quel point c'était valide, cette chose-là. La transmission, ça fonctionne. Ça, par contre, je sais que ma collègue Caroline, son projet de recherche de résidente était là-dessus. Mais elle était sur le pulp tester, le petit courant électrique qu'on met, puis elle comparait au test chaud-froid, puis elle comparait à la transillumination. C'est possible de faire un test de froid chez un patient. Fait qu'on prend des petits cotons, voyons. Des cotons-tiges? Non, des cotton pellets, comme des petites mini-watts, là. Puis on met un petit push-push qui est comme de l'azote, là. Puis là, on le dépose sur la dent du patient avec des pinces. Fait que, officiellement, on peut. Puis là, si le patient, il se débat, c'est parce que là, il n'aime pas ça. Mais personne ne fait ça en clinique. Fait que, officiellement, ça... Mais la percussion, pour savoir si une dent fait mal, vous pouvez vous essayer. Mais est-ce que le patient réagit parce que vous... déjà, on touche leur visage, ils font des gros yeux, puis se demandent qu'est-ce qu'on fait là. Fait que bonne chance pour faire des percussions, puis savoir s'il réagit parce qu'il a mal à cette dent-là ou parce que vous faites donner des petits coups sur sa dent. La transillumination? Ça, c'est quand on se demande si une dent est morte ou pas. Fait que, par exemple, une dent qui serait décolorée comme bleutée. Fait qu'on prend le transilluminateur qu'on a en clinique pour les yeux, là. Puis on peut le mettre devant la dent. Puis une dent qui est en santé va illuminer comme une bouteille de coke qu'on met une ampoule, là. Vous avez vu là, les vidéos YouTube, là. Si elle s'illumine vraiment comme une lampe, c'est qu'elle est saine. Puis si on voit une ligne noire au travers, puis la lumière est très amortie, c'est qu'elle est morte. Puis ce test-là est, je pense, sensibilité, spécificité, là, c'est autour de 75%. Fait que, c'est quand même pas pire comme test. Puis c'est bon, c'est gratuit, ça coûte rien, on a tout ça en clinique. Fait que ça peut dépanner une fois de temps en temps. Merci. Bienvenue. Là, je voulais justement vous mettre une slide que je trouvais pas pire. Bon. Fait ici, on a une belle slide. Hein? On va tout changer ça. Ah, des photos d'humaines, hein, c'est dégueu. Hein? Moi, je suis pognée pour voir ça quand je lis mes livres en humaine. Là. Fait que voilà, maladie parodontique, un botché de 13 ans, là, ça ressemblerait à ça si c'est un humain devant vous. T'sais. Imaginez que vous avez ça examiné dans votre salle. OK. Fait ici, à gauche, on a tous les médiateurs d'inflammation qui sont relâchés quand la maladie parodontale est en jeu. Fait qu'on se rappelle les IL-6, les gros TNF-alpha et la substance COP. Tout ça, c'est des choses qui font mal. Évidemment, on peut visualiser comme chaque poche parodontale, mais c'est carrément un ulcère là, qui fait face à la dent. C'est pas nécessairement visible avec nos yeux, mais si on mesurait chaque poche puis on prenait ce volume-là, pas ce volume-là, mais cette surface-là sur chaque dent, ben, des fois, ça finit que la plaie serait grosse de même. Fait que si on s'imagine qu'il y a une plaie grosse de même sur le dos de votre patient, mais tout le monde se dirait « Hey, ça fait mal, il faut faire quelque chose ». Malheureusement, ce n'est pas si clair que ça. Fait que si on rentre dans le détail, on a aussi
à droite, les bactéries qui causent la maladie parodontale vont aussi sécréter des substances qui diminuent l'inflammation et qui miment des opiacés. Et donc vont diminuer la douleur et diminuer la sensibilité. Fait que la maladie parodontale, est-ce que ça fait mal? Ça dépend des patients. Puis des patients humains là, qui ont cette bouche-là, il y a des gens, si on leur demande est-ce que votre bouche fait mal, il y a des gens qui répondent non. C'est comme l'arthrose, quand tu vois une radio de hanche, puis tu te dis genre « Oh my God, c'est les pires radios que j'ai jamais vues. » Ou même en humaine, tu sais, vous avez regardé une colonne vertébrale, puis il y a des ostéophytes à grandeur, puis votre patient, il joue au tennis professionnellement, genre, puis il est bien heureux. Puis ben, vous allez avoir des patients qui ont des hanches parfaites à la radio, puis pourtant ils boivent, puis ils sont misérables. Donc, la maladie parodontale, malheureusement, j'aimerais ça pouvoir vous dire ça fait tout le temps mal, il faut la traiter, c'est épouvantable, vos patients souffrent, mais c'est pas si clear-cut que ça, malheureusement. Je pense que ça mérite d'être traité quand même pour mille et une autres raisons, entre autres juste la charge infectieuse et la charge inflammatoire pour le patient là, est énorme. Les complications que j'ai nommées il y a quelques instants sont aussi à éviter. Mais est-ce que ça fait mal? Pas tout le temps, ou peut-être pas si clairement ou si spectaculairement que ce qu'on s'attend. J'ai quand même un nombre non négligeable de clients qui disent qu'après qu'on ait extrait, qu'on ait fait, mettons, cette bouche-là, qu'on ait extrait ces dents-là, les animaux vont vraiment mieux, sont plus actifs dans la maison, jouent avec des jouets qu'ils n'ont pas touchés depuis des années. Fait que, je suis certaine qu'il y a un soulagement, mais c'est pas aussi net que ces conditions-là font nécessairement tout le temps super mal. On a un commentaire. Si par contre, ils vont souvent beaucoup mieux après nos interventions. Oh, oui. Je ne vous dis pas de ne pas traiter, là, mais je vous dis, si on veut rentrer dans le détail et avoir une discussion ce soir, c'est pas couper au couteau que la maladie parodontale fait mal tout le temps. Par contre, toutes les conséquences de la maladie parodontale. On a, je vais juste retrouver ma slide, puis mes petites notes. Fait que toutes les choses que j'ai dites tantôt, une fistule oronasale, est-ce que ça fait mal? Je ne sais pas si la perte osseuse de la paroi entre la dent et le nez fait mal en soi. Par contre, on sait qu'une muqueuse nasale, c'est incroyablement sensible. Fait imaginez un morceau de tarte, puis du poêle, puis genre toutes sortes d'affaires qui vous chatouillent le nez. C'est probablement inconfortable. Puis souvent, ces dents-là, ils ont tellement plus d'attaches qu'ils sont probablement mobiles aussi. Là, fait que, c'est à chaque fois que vous mastiquez, vous avez votre dent qui bouge, mais ne serait-ce que d'un demi-millimètre, mais sur une muqueuse nasale, probablement que ça ne fait pas du bien. Par contre, c'est pas comme si je pouvais comparer avec des études humaines, parce que je ne pense pas que ça arrive vraiment souvent chez les humains, puis qu'il y a de l'information là-dessus. Les autres complications de l'ostéomyélite, ça fait clairement mal. De toute façon, c'est rapporté comme faisant mal. C'était quoi mes autres complications? On parlait des abcès. Ça, je peux vous montrer un beau patient. C'était ma présentation. Finalement, mon background n'est pas très beau, mais j'ai quand même des choses papilleuses. Ça, c'est un patient qui avait été présenté. C'est un petit chien blanc. Ça reste un petit chien blanc, là, mais il était méchant, là. Il nous chargeait aussitôt qu'on voulait s'approcher de lui. Ce patient-là essayait de nous tuer, tout le monde, dans la salle de consultation. Il y avait une enflure à un œil. Puis à l'examen, on avait ça ici, une récession gingivale. Fait qu'à la radio, si lésions périapicales ou de perte osseuse autour des racines des dents caudales. Par contre, à son CT, on a ça ici. Une belle grosse collection de pus, de cellulite et de toutes choses. Puis on voit que la position des yeux là, est déviée du fait que son abcès rétro-bulbaire. Ça fait mal. Ça, je peux vous le dire. C'est rapporté dans la littérature et le patient voulait clairement nous tuer. Puis on a le beau scan de la vue osseuse aussi, qu'on voit clairement là, la communication entre les racines puis l'espace orbitaire et puis le bel abcès causé par... C'est juste les dents, hein? Mais ce patient-là voulait nous tuer. Douleur extrême
causée par son abcès rétro-orbitaire. On a enlevé ses dents. Je pense qu'on était comme le vendredi soir à 6 heures. Là, il avait été rajouté. Fait on a juste enlevé comme les 2 dents causées par l'abcès. Puis on a dit, causant l'abcès plutôt. Puis on a dit, ben revenez plus tard, on fera le reste de la bouche un autre jour. Là. Puis quand on l'a vu pour sa rivale, c'était pas du tout le même chien. Ça reste un petit chien blanc, là, je m'en méfiais parce que c'est pas mes préférés. Mais c'était pas son caractère qui faisait que c'était un chien super agressif. Là. Clairement, abcès rétrobulbaire, complications possibles de la maladie parodontale, très, 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 très lourd. Fait que voilà. Ostéomyélite rapportée comme en faisant mal, abcès, donc c'était clairement pas confortable. Pistule nasale, on ne sait pas, ça peut pas être agréable. Puis ben, les fractures de mâchoire, ça aussi, ben, je pense que c'est assez clair pour tout le monde que c'est douloureux, puis on ne laisse pas ça sans traitement. Bon, les fractures dentaires. Fait un patient qui a une dent cassée, normalement, ce qu'on va dire, ou ce qui est rapporté en médecine humaine, c'est au moment de la fracture, là, c'est nos fibres A, delta qui sont exposées, ça fait super, super mal. Ensuite, on va rentrer, la pulpe, elle va tranquillement mourir. Ça peut prendre quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Donc, on va avoir une douleur qui est véhiculée par les fibres de type C pendant le temps indéterminé. Que la pulpe meurt. Fait qu'encore là, douleur chronique, douleur lancinante, douleur qui va et vient. Fait que pas beaucoup nécessairement de signes cliniques de la part de notre patient parce que c'est une douleur difficile à localiser. Fait que notre patient ne nous dira pas. Ensuite, une fois que la pulpe est morte, ben, on va avoir normalement un petit répit de la part du patient parce que la pulpe est morte, les nerfs qui transmettaient la douleur sont morts eux autres aussi. Donc, probablement une période asymptomatique. Après ça, par contre, on va commencer à avoir une lésion périapicale. Donc, l'infection se transmet à l'os au bout de la racine parce que c'est là que les bactéries qui sont dans la cavité pulpaire ben, vont essayer de sortir du canal, vont rencontrer de l'os. L'os étant vascularisé, mais il va amener des globules blancs sans faire une réaction inflammatoire. Et là, s'ensuit la guerre entre les bactéries puis les globules blancs. Et c'est une guerre sans fin, parce que tant aussi longtemps que la dent reste dans la bouche du patient, bien, il y a des bactéries qui se reproduisent. C'est une génération de 20 minutes, quelque chose comme ça. Fait une armée infinie de bactéries. Puis là, lui, bien, il est vascularisé, il y a une armée infinie de globules blancs. Donc, lésion chronique à l'apex. En médecine humaine, ça s'appelle une parodontite apicale chronique. Et ça revient, on est dans le ligament parodontal. Donc là, il y a des fibres A qui sont présentes à ce moment-là. Fait encore une fois, quand le chien mastique, possiblement que ça fait mal. Mais c'est une douleur, encore une fois, la plupart du temps, qui est chronique, qui va et vient, qui a des jours asymptomatiques, mais qui a des jours douloureux. Donc, difficile à dire si notre patient a mal aujourd'hui. Par contre, quand on voit une dent cassée, on sait que le chien a eu mal dans le passé, au moment où ça l'est cassé. On ne sait pas il est où aujourd'hui. Es-tu dans sa phase, est-ce que la pulpe est encore vivante, puis il y a une douleur de type chronique, ou est-ce que la pulpe est complètement morte, es-tu dans sa période de répit, ou est-ce qu'on commence à avoir une lésion périapicale, puis là, on est dans une phase qui est variable, ou est-ce qu'on est sur le point d'avoir un abcès, puis là, on est dans une douleur, encore une fois, très, très, très aiguë. On ne sait pas juste à regarder le patient. Donc, ce que je me fais souvent demander, est-ce que les fractures, ça fait mal? La réponse courte, c'est oui, parce que à un moment donné ou à un autre, il y a de la douleur qui va revenir dans l'évolution de cette maladie-là. Ça devrait être traité. Mais est-ce qu'il y a mal aujourd'hui? Si je schedule sa chirurgie dans 2 semaines, je mets tout sur antidouleur en attendant, ben c'est dur, tu sais. Encore une fois, on peut toujours faire une échelle de douleur quelconque, Glasgow et autres, sur notre patient, savoir si ça soulage. Si on ne sait pas, on peut toujours faire le test de donner un anti-inflammatoire, par exemple, et de demander avec le client, est-ce que vous voyez une différence dans votre chien? S'il est soudainement beaucoup plus de bonne humeur avec son Metacam, ben là, tant mieux, on continue jusqu'à la chirurgie. Sinon, est-ce que le Metacam va aider dans tous les coups? C'est comme un peu plate de dire, on ne sait pas. S'il y a un abcès, par contre, en fait, ça aussi, c'est un petit peu maudit parce que à partir du moment où l'abcès fistule, en humaine, les patients vont rapporter un énorme soulagement au moment où l'abcès crève et peut se drainer.
Puis c'est quoi les seuls patients qu'on voit en clinique? C'est sûr que l'abcès est crevé. C'est rare que les clients se présentent parce qu'il y a un abcès dans l'os, personne ne le sait. Donc, quand on voit une fistule, encore une fois, on a la preuve que le patient a eu mal dans le passé. Est-ce qu'il a mal aujourd'hui? Ben, je ne sais pas. Il va avoir mal dans le futur, probablement. Fait que l'idéal, c'est d'essayer d'évaluer individuellement chaque patient. Dans le doute, on peut toujours traiter, faire un essai thérapeutique. Évidemment, s'il n'y a pas de complications, pas de contre-indication pour vos AINS, ou essayer d'autres molécules là, qui sont plus sécuritaires si vous avez des doutes ou si vous n'avez pas de bilan sanguin. Mais dans tous les cas, il faut traiter il faut traiter là-dedans parce que ça a le potentiel de faire mal plus tard, puis dans tous les cas, c'est une infection. Puis encore là, nos complications de nos dents cassées, mais c'est quoi? Abcès, fistule, cellulite, toutes des choses qui font très mal. Donc, on veut le traiter parce que ça a le potentiel de faire mal, mais c'est toujours dur de savoir si ça fait mal aujourd'hui. Si vous voulez savoir si vous traitez les patients en attendant, ben je n'ai pas de réponse satisfaisante à vous donner. Est-ce que nécessairement un patient qui a une lésion périapicale à la radio, ça fait mal? Je vais vous laisser répondre un petit peu. On a oui. On n'essaie pas, j'imagine. On a un autre oui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui s'essaient? Je vais pouvoir répondre à l'autre question. Oui, après. Je finis cette réponse-là, puis genre. On a ensuite, je dirais que non, même si le ligament est impliqué. Fait que la réponse, ça revient un petit peu à dire qu'on ne sait pas. J'aimerais ça pouvoir vous dire qu'à chaque fois qu'on a une lésion périapicale à la radio, c'est synonyme d'un abcès, mais c'est pas aussi simple que ça. Probablement qu'à un moment donné, après les fêtes, on va refaire une révision des fractures dentaires, mais il peut avoir des abcès comme vraiment une collection de pus, mais il peut aussi avoir des granulomes. C'est que ça aussi, en fait, les deux ont la même apparence à la radio, c'est-à-dire qu'il y a une raréfaction de l'os, raréfaction des trabécules, puis ça fait le gros trou noir qu'on voit. Mais est-ce qu'on sait, c'est un granulome, donc probablement qu'on est dans une phase chronique qui fait un petit peu mal des fois, qu'il y a des journées qui vont bien, etc. Si on a un abcès, ben, ça fait mal. Mais de le voir à la radio ne va quand même pas nous dire si c'est douloureux ou pas. Fait que c'est encore pas satisfaisant. Mais de toute façon, si vous voyez à la radio, c'est parce que vous allez enlever sa dent aujourd'hui, fait que vous allez mettre sur analgésie post-op après. Je pense quand même que la majorité des patients bénéficient probablement d'une certaine analgésie parce que j'ai énormément de patients, comme on dit, qui, une fois que les dents cassées sont enlevées, autant qu'en maladie parodontale que pour les dents fracturées, les patients vont tellement mieux après, ils sont tellement plus enjoués. Je pense que la plupart d'entre eux ont mal, mais si on regarde les faits scientifiques, c'est pas si clair que ça. Il y a la personne qui a demandé si mettre les patients sous gabapentin d'emblée avant d'aller en chirurgie. Je pense que c'est une excellente idée. C'est une molécule qui est super sécuritaire, pas vraiment de contre-indication. Au pire, vous traitez pour rien, c'est pas super grave. Fait que oui, si vous faites ça systématiquement dans votre pratique, là, j'ai absolument aucune objection, au contraire. Est-ce qu'on a d'autres questions? On n'a pas pour l'instant. Des commentaires? Non. Je vais vous remontrer mon autre patient. Je pense que je vous en ai déjà parlé de lui. J'en parle souvent, c'est comme un patient qui était tellement satisfaisant. Petit cas clinique. Ça, c'était un patient qui était présenté pour le retrait d'une masse qui, dans le dossier, était rapporté comme étant à gauche. Fait que je vois le patient arriver. C'est un berger australien assez âgé, 12 ans. Je la vois arriver dans le corridor, puis bon, moi, la première chose que je regarde, c'est la symétrie du visage. Puis, je fais comme, voyons, son nez, il est gonflé, mais à droite, il semblait que c'était écrit à gauche dans le dossier, tu sais, que la masse qu'il fallait qu'on enlève était à gauche. Fait que, lève la lèvre à gauche, grosse masse, OK. Lève la lèvre à droite. Qu'est-ce qu'on a la lèvre à droite? On a juste ça. En fait, c'est la lèvre qui est uniformément enflée. Puis, je vois aussi dans le dossier que le patient a été traité 2 fois pour réaction allergique. Il y a eu du Benadryl, il y a eu traité pour enflure de la face.
Puis là, qu'est-ce qu'on voit ici? Il manque une cuspide, elle a l'air un petit peu short, là, la PM4. Regarde de l'autre côté, du côté de la masse qui était ici, puis l'autre PM4 a l'air de la même affaire. Donc, ça va bien. Des fois, je vous dis, si vous n'êtes pas sûr, regardez de l'autre côté, mais dans ce cas-ci, il était cassé des deux bords. Radiographie, quand même 2 belles lésions périapicales. Encore une fois, ce n'est pas tout le temps genre super bien défini là, le beau gros trou noir, mais ici, on a un halo autour des 2 racines ici, puis de l'autre, ici aussi, on a un halo. Puis dans les 2 cas, on a de la résorption inflammatoire avec des petites bouchées qui ont été prises dans les racines. Je pense que c'est assez clair que ces dents-là ne vont pas bien. Puis vu que le patient avait une masse, il s'en allait aussi en CT. Donc, on peut voir avec grande satisfaction, moi j'adore des images comme ça, dans le cassé, mais toute la résorption osseuse que ça fait, qu'on voit. Tu sais, si on repense à notre photo de bouche, là, tu sais, on dirait pas que c'est ça qui se passe. Là. Je veux dire, tout ce qu'on voit, c'est qu'il manque une petite cuspide. À part ça, la gueule a l'air relativement tranquille. Là. Puis pourtant, on a tout l'os qui est mangé ici. Ici, écoute, on est quasiment rendu dans le canal informitaire, tout cet os-là qui manque. Donc, chienne de 12 ans qui vient pour une tumeur qui, au final, a 2 abcès dentaires, probablement depuis des mois, voire des années. Et puis, on lui a enlevé ces 2 abcès, en plus d'avoir retiré sa masse. Et c'est cette cliente-là que la dame est revenue, puis a dit, mon chien se comporte comme s'il avait 2 ans, elle est super bien entraînée, elle n'écoute plus. Elle court dans la maison, elle tire sur sa laisse, elle mange des rideaux. Si j'en sais un chiot, je ne sais plus quoi faire avec. Mais je m'ai profité du fait que l'animal est enfin confortable parce que mais tout ça pour 2 dents cassées. Fait, même si ça a l'air de rien faire dans le patient, même si tout ce que vous voyez à l'examen physique, c'est une dent cassée, il manque un bout, mais mon patient mange, puis ça va bien. Ben non, puis des fois, ça cache des lésions vraiment plus graves que ce que ça a. Question, c'est une nouvelle question. Oui, on a une question, c'est sur la question c'est pas sur ce patient-là, c'est pour un autre cas, donc une fracture d'incisive aiguë, 2 à 3 jours, chien d'une tech, doodle 1,1 an et demi. Quel traitement antidouleur aurait été recommandé en attendant l'extraction? Bien, c'est sûr que si on sait que c'est aigu, parce que le client l'a vu ou brosse les dents puis sait que ça s'est produit aujourd'hui, là, c'est quand même plus clair dans la littérature scientifique et autres, ou si vous êtes déjà cassé des dents, vous savez que ça fait mal là aujourd'hui. Là. Fait que un INS, moi, est toujours ma première ligne pour être quand même assez proche des anesthésistes. Là. Fait que si on a le choix, notre molécule ne fait pas de contre-indication, un INS, c'est probablement une des choses les plus efficaces pour soigner. Fait que c'est un jeune patient, puis on n'a pas de peur à ses reins. C'est un chien de tech, on peut faire une petite époque sur le fly, là. Ben, probablement qu'un INS en attendant sa chirurgie, ça serait une bonne idée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions, pas d'autres commentaires pour l'instant. OK. On parle de douleur. Comment on devrait / peut gérer la douleur périopératoire quand on parle d'extraction? Donc, idéalement, ou même en médecine humaine, si vous avez déjà eu des chirurgies orales, c'est possible que votre dentiste vous ait dit « Prends un Advil 2 heures avant ton rendez-vous ». C'est ça l'idéal, en fait, c'est de commencer l'analgésie avant même le stimulus douloureux. Par contre, la plupart d'entre nous, on est hésitant à prescrire des INS avant de faire une anesthésie parce que si tu as une hypotension pendant ton anesthésie, mais c'est une double insulte qu'on fait au rein. Donc, plus ou moins possible, ou bon, peut-être que c'est possible, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens, moi la première, là, qui est un petit peu réticente à l'idée de faire ça, mais ça serait l'idéal. Mais c'est quoi l'autre chose qu'on peut faire qui va aider ou même enrayer la douleur avant qu'on fasse notre geste chirurgical? On a bloc. Oui! Ah, c'est anonyme en plus. Bloc. On a un autre bloc. On a-t-il d'autres blocs? Ben, bravo. Fait que la meilleure façon de traiter la douleur ou en fait de minimiser même la douleur post-op, c'est de calmer les petits nerfs avant même qu'on fasse
qu'on fasse notre stimuli qui est douloureux. Évidemment, si ce patient-là a les dents cassées ou une maladie parodontale épouvantable, déjà de l'inflammation dans le site, fait qu'à quel point est-ce qu'on agit avant le stimulus douloureux, je ne sais pas, mais au moins on peut agir avant notre scalpel. Fait que les blocs dentaires, ça devrait vraiment être fait chez tous les patients. Si vous n'en faites pas, mais que vous savez comment les faire, puis que pour une raison quelconque, vous n'en faites pas, bien, commencez. Ah, puis j'en profite pour faire une petite anecdote. J'ai essayé les blocs de bup-bup récemment sur 2 patients. Un patient qui avait une stomatite, fait que je me suis dit, lui, c'est sûr qu'il a de la douleur depuis des semaines, voire des mois, fait qu'on va essayer les blocs de bup-bup. Fait que c'est la buprenorphine qui est ajoutée dans mon bloc de bupivacaïne. Et puis, selon certains articles, ça peut durer l'analgésie jusqu'à 3 jours. Sur ce patient-là, ça a très bien été. Fait que la chirurgie s'est bien passée, on n'a pas eu besoin de refaire les blocs pendant, les extractions sont très bien passées. Puis il mangeait bien après sa chirurgie. Puis il a même, c'est comme un peu plate, mais il a fait une rechute, c'est-à-dire que quelques jours après la chirurgie, il a cessé de manger. Puis on pense que c'était dû à de l'inconfort, mais il semblerait que soit les blocs ou l'analgésie post-op, en tout cas, a eu l'air tellement efficace que il y a eu quelques jours de confort suite à sa chirurgie, puis après ça, même en augmentant les analgésies par la bouche, on a de la misère à rattraper ce patient-là. Ça finit avec un tube œsophagien, mais j'ai quand même eu un indice que les blocs de bup-bup avaient eu l'air d'avoir fait du bien parce qu'il a bien mangé pendant 3 jours suite à sa chirurgie, puis logiquement, c'est quand même les 3 jours après une chirurgie que la douleur serait supposée être pire. C'est pas pire une semaine après, c'est pire suite après. Oui. Je trouve ça fait quand même 22 ans là, que je suis dans l'industrie. Là. Aussitôt qu'il y a un nom de médicament, là, c'est toujours la même affaire. Le dosage! Quel est le dosage de bup-bup? On dirait qu'on mange du coréen puis on mange un bibimbap. Alors, on veut ton dosage de bup-bup. Il y en a plein là, qui veulent. Oui. Donc, premièrement, commence par bien prononcer. Bien, pas que tu le mal prononcé. Mais les deux, de vraiment spécifier là, quel genre de buprenorphine, là, il y a beaucoup de questions, puis c'est tout en lien avec les molécules et les dosages. Oui. OK. Fait que c'est la buprenorphine, la même qu'on donne en injectable. Fait que c'est quoi? C'est vétergésique. Fait que la même qu'on donne là, pour nos prémèdes, etc., là, en IV. Il y a quelqu'un qui me parle de SR, là, honnêtement, je peux pas... Ça, c'est la slow release. Je l'aime beaucoup en post-op, mais pas directement dans mes blocs. Fait que pour le moment, je ne veux pas me mélanger entre mes 2 bups, là. La buprenorphine qui a été publiée dans les articles pour ajouter dans les blocs, c'est la buprenorphine normale, fait que pas la slow release. Bien que ça se peut que ça fonctionne, c'est juste qu'on ne sait pas. C'est la buprenorphine normale qu'on donne en IV, normale. Puis je l'ajoute à ma bupivacaïne avec laquelle je ferai mon bloc normal. Là, les volumes utilisés, c'est un petit peu chiant parce que le seul article, c'est pas vrai, il y a 2 articles qui sont publiés qui parlent de dosage, mais l'article le plus pertinent, en fait, n'a pas parlé de dosage. Il a juste dit le volume qu'il avait utilisé chez sa batch de Beagle. Fait que si on fait comme un reverse engineer, on peut avoir une dose, mais il n'a jamais dit, genre, tu donnes tel milligramme kilo pour tel patient. Tout ce qu'il a fait, lui, c'était 0,3 mg, 0,3 ml total d'analgésie, puis il faisait 1 tiers bupré, 1 tiers... Non. J'ai... Ricardo, là! C'est 1 tiers buprenorphine, 2 tiers votre bloc habituel de bupivacaïne ou lidocaïne. Donc, en volume, ça va vous donner quelque chose comme 0,1 ml de bupré avec 0,2 ml de bupi dans un chien d'à peu près 10 kg. On va l'envoyer dans l'infolette. Oui, on va J'ai trop peur, là. Moi, je suis pas capable de le... C'est sûr, OK. Parce que les mots se ressemblent en plus. Quelqu'un qui... Ah, là, il y a des gens qui font des commentaires. Oui. OK. Mais on va tout l'écrire dans le courriel. Mais, fait en milligrammes kilo, il n'y a pas vraiment de dosage. Mais dites-vous, la buprenorphine, IM ou whatever, je veux dire, l'intervalle de dose est super large, puis c'est quand même très sécuritaire. Puis on parle des volumes dans des blocs de, comme 0,1 ml ou dans un petit chat, on est comme à 0,03 ml. Vous n'allez pas surdoser votre patient avec ça. Là. Fait, oui, je vais vous donner des doses
puis des volumes, mais gardez en tête que c'est quand même très petit, puis même si on se trompe un petit peu, je pense pas qu'il va y avoir de catastrophe. Dites-vous que dans votre prémed, si vous n'avez mis 4 fois ça, ben, c'est comme pas super grave s'il y en a une petite affaire plus ou un petit peu moins, c'est quand même des drogues qui sont très sécuritaires. OK. Donc, c'est la buperie injectable. Oui. OK. Fait que ça, ensuite, tu instilles au moins 0,1 ml au site ou au cadran? Je le faisais par site. Dans l'article, il faisait par site. OK. Ensuite, j'essaie de voir les questions. Là, c'est... En fait, ce que je fais, c'est que je prends mon volume normal que j'aurais calculé pour ce patient-là. Fait que, j'ai mon volume de petit chien, de moyen chien et de grand chien. Fait que, mettons que mon volume de grand chien, je voulais 0,5 ml d'un bloc au total. Bien, je vais réduire ça de 1/3. Je vais enlever ma bupivacaïne de 1/3 puis je vais rajouter 1/3 de bupré à la place. OK. À chaque fois qu'on parle de bloc, c'est ça, là. Bien, c'est le fun si le monde l'utilise. L'autre cas sur lequel j'ai utilisé, c'était un chat qui avait des fractures multiples de mâchoire du haut, mâchoire du bas. Il était cassé de partout. Puis, ça faisait quelques jours qu'il était cassé, évidemment, par le temps qu'il arrive sur ma table. Puis là, je me dis, je ne sais pas si mes blocs vont fonctionner. Tu sais, il y a quand même déjà beaucoup d'inflammation. Puis, il a dormi comme un champion. J'ai pas eu besoin de leur donner d'hydro ou de quoi que ce soit pendant pas de drip, là, ça a super bien été. Je suis là, puis je mobilise des morceaux, j'essaie de les remettre à leur place. S'il y a une chirurgie qui est douloureuse, c'est bien des réductions de fractures. C'est l'autre cas où j'ai utilisé mon bup récemment, puis j'ai adoré ça. OK. Là, on a d'autres questions. Avez-vous déjà essayé d'ajouter de la dexmédetomidine au bloc bupi? Je ne l'ai pas essayé, mais je sais que c'est publié, puis que c'est fait en humaine, puis que ça existe, puis c'est pas fou, là. Mais je ne l'ai pas personnellement essayé encore. Mais si vous le faites, go for it, là, il n'y a pas de problème. OK. Peu importe le produit dans le bloc, tu mets combien max par injection? Bon. Moi, récemment, dans les dernières années, après avoir fait des stages un petit peu partout, j'ai beaucoup réduit le volume que j'utilise pour faire des blocs. Fait que je suis absolument bien en dessous des volumes publiés ou même sécuritaires chez les patients. Parce que je trouve qu'un petit volume, quand il est placé au bon endroit, fonctionne aussi bien qu'un grand volume. Fait que chez les chats, mettons 5 kilos, ça va être la même pour, mettons, un chien de 5 kilos. En général, mon bloc va avoir 0,15 ml. Fait que c'est tout petit. Un chien, mettons, moyen, fait que mettons, 15 à 20 kilos, je vais utiliser à peu près du 0,3 ml. Puis les grands chiens, mettons, labrador et plus, je vais utiliser à peu près 0,5 ml. Il y a des articles qui vont mettre 2 ml dans un grand chien. C'est sécuritaire de donner autant de bupi. Vous êtes encore loin de la dose toxique. Mais moi, je trouve que 0,5, ça marche. Fait que pourquoi j'en mettrais plus? Fait que j'utilise vraiment des petits volumes, puis je trouve quand même que moi, ça va très bien. Fait que ça, c'est mes volumes à moi. Fait que 0,15 petits patients. Si vous avez des patients d'1 kilo, là, il faut vraiment calculer pour eux autres parce qu'il n'y a pas de marge d'erreur. Là, mais mettons 5 kilos, 0,15, 20 kilos, 0,3, puis 30 kilos, 0,5. Ça, c'est ta dose totale. C'est pas par site. Non, c'est par site. Oui. Par site. OK. Question. Est-ce que tu utilises juste la bupi ou un mélange lido-bupi? Ça me semble que tu l'as dit tantôt. Les mélanges lido-bupi ont été montrés moins efficaces que la bupi tout seul et il n'y aurait pas nécessairement l'avantage d'agir plus vite qui était l'avantage qu'on disait au début. C'était la raison pour laquelle on les mélangeait. Là. C'est parce que la lido fonctionne vite, la bupi fonctionne longtemps. Mais finalement, on se rend compte cliniquement que c'est plus ou moins ça. Puis qu'on a un effet intermédiaire entre les deux. Fait que ça devient moins intéressant parce que tu n'as comme ni les bénéfices des deux, ni... Fait que je donne que bupi, à moins que je donne des blocs bilatéraux aux mandibules, dans quel cas, habituellement, je vais donner de la lido. Au cas où je vigèle la langue, je me dis que ma lido, elle dure moins longtemps, puis il ne se réveillera pas la langue gelée. Ça, c'est si mon patient, je les dente au complet, je ne m'en fais pas avec ça, puis il ne se mordra pas la langue. Puis si je fais juste un côté, je mets de la bupi quand même. Mais si je fais un bloc bilatéral mandibulaire, j'utilise juste ma lido. Mais à part de ça, j'utilise la bupi parce que ça dure plusieurs heures. Votre patient se réveille confortable, même, ça dure jusqu'à dans la soirée. Fait que je prépare la bupi quand je peux.
Parfait. Puis tu pourrais-tu, s'il te plaît, répéter le pourcentage bupré, bupré puis bupicaïne? Ah, c'est un défi pour moi, ça. C'est moi, il faut que j'y pense, là. C'est 1/3 buprenorphine, 2/3 bupivacaïne. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tantôt, il y avait au tout début, là, juste avant la première, c'était, je ne sais pas si c'est une question ou un commentaire, je pense que c'est qu'est-ce que Dr. Marie-Noël Morin fait, bloc gabapentin, métacam, hydromorphone ou buprenorphine. Je pense que c'est son protocole anesthésique, si j'ai bien compris. Ah, OK. Bloc, ensuite gabapentin, métacam. Hydromorphone ou buprenorphine. Pour passer à la maison, c'est parfait. Ça, je le ferais surtout sur un patient qui a eu beaucoup d'extraction. C'est sûr, si on avait enlevé juste une dent, c'est peut-être un peu agressif. Mais encore là, la douleur est une expérience individuelle. C'est dur de faire des recettes pour tout le monde. Mais encore une fois, dans l'article qui a été publié par le résident là, qui a fait sa recherche à la fac, moi, je faisais les extractions pour lui, faisait son projet de recherche après. C'était super intéressant. Il y avait noté un système de points pour essayer de standardiser là, combien d'extractions chacun avait eu. Puis, on s'est rendu compte que lui, il mettait tout le monde sur Metacam, puis il regardait quels animaux avaient besoin de rescue analgesia. Puis, c'était à partir de... c'était 6 points. Fait qu'une canine, ça valait 3 points. Puis sinon, les autres racines, les petites dents, c'était 1 point chaque. Fait que, mettons que c'est 2 canines, il y avait au moins 6 points. Puis s'il y avait, mettons, pour faire 6 points, sinon, ça pouvait être 3 prémolaires. Fait qu'à partir de ce chiffre-là, de 6 points, il a vu que les patients avaient besoin d'analgésie au-delà du métacam seul. Fait que si vous extrayez une seule dent, probablement que du métacam seul est suffisant. Si vous commencez à extraire 2, 3, 4, 5 dents, bien là, il faudrait peut-être penser à utiliser du multimodal parce qu'on commence à se douter là, que nos animaux vont avoir besoin d'un petit peu plus qu'un INS seul. Okay. Vas-tu utiliser la même dose de buprenorphine slow release en post-op si tu as utilisé de la bupré dans tes blocs? Oui. C'est minime là, ce qu'on a donné. Ça ne me gêne pas. Puis le slow release, pour dire aussi, on adore ça. Pour l'avoir utilisé de plus en plus, c'est pas toutes les cliniques qui l'ont, fait que des fois on peut, des fois on peut pas. Mais c'est vraiment mieux pour le client. Là, il n'y a pas besoin de se faire chier avec ces données liquides, surtout que la buprenorphine, c'est sous-lingual. Là, fait que c'est de dire aux clients combien en ont vraiment du sous-lingual versus au palais ou un petit peu n'importe où. Puis si les gens ne sont pas capables de donner la médication pour une raison quelconque, mais c'est beaucoup plus facile de les faire revenir une fois ou 3 jours pour faire une petite injection rapidement. En tout cas, j'aime beaucoup la slow release. Là. Petite chose à vous procurer si vous n'avez pas encore. C'est un bon vendeur. On a d'autres commentaires aussi qui viennent appuyer qu'est-ce que tu viens de dire. Une autre question. L'utilises-tu aussi pour les chiens et sont-ils bien sédatés? J'ai-tu utilisé du slow release chez les chiens? Non, mais quelqu'un m'en a parlé. Je pense que c'était une collègue chirurgienne. Il me semble que le consensus, si je me rappelle bien, là, à prendre avec un grain de sel, c'est que les doses publiées sont vraiment trop fortes et qu'il fallait en donner moins. Mais je dis ça de mémoire, là, mais il me semble que ça me dit quelque chose. Ça, ça serait-tu l'information qu'on serait capable de trouver? Bien, je pense que je ne sais pas si, tu sais, je peux comme concrètement, il y a des doses publiées, fait qu'il faudrait que fait que ça, je peux les trouver. Mais de là, est-ce que ça me dit, je pense, peut-être que oui. Il me semble que j'ai lu de quoi justement récemment. Je pense que oui, je vais essayer de trouver. Est-ce que c'est une chirurgienne qui est en train d'étudier pour ses boards par hasard? Par hasard. Mais non, mais je me demande si j'ai pas vu ça carrément dans un article qui disait, tu sais, la dose du manufacturier, finalement, cliniquement, on n'utilise pas ça. C'était pas carrément ça, l'article. Okay, j'en lis beaucoup, puis des fois, je lis juste les abstracts, fait que, tu sais, je viens mélanger après un bout, là, mais il me semble que j'ai vu ça passer. Si je le retrouve, je vous l'envoie, promis.
Parfait. D'autres questions. Est-ce que tu restes à 0,12 mg? Ah mon Dieu. Attends, je vais le lire. Slow release pour le chat, le chien. Ah, désolée, je ne connais pas les unités, là. MG par MG. C'était peut-être MG par KG. Ah, c'est ça. Écoutez, désolée. Il me semble que c'est pas. Il ne faut pas donner 3 fois la dose quand c'est du slow release parce que c'est comme ça va être sur 3 jours. Fait que c'est comme 3 fois plus. Je fais ce qui est sa bouteille. OK. Là, on a une question ici, c'est un recap. OK. Donc, tu donnes soit la bupi seule ou bup-bup. Et pour le post-op, tu donnes bupré slow release avec autre chose ou non? Peux-tu répéter les avantages de donner bup-bup versus bupi seul, juste pour en discuter avec ma vet? Certainement. Donc, en général, en post-op, puis en fait, tout le temps, là, la première affaire que je vais chercher sur ma tablette, si je n'ai pas de contre-indication, c'est un INS. Donc, en post-op, si je peux donner un INS, c'est ça que je vais donner en premier. Si j'ai fait beaucoup d'extraction, ça va me faire plaisir de rajouter de la bupré, slow release ou pas, mais c'est mon deuxième agent. Fait que s'il n'y a pas de contre-indication, on devrait prioriser un INS. Du moins, c'est ce que les anesthésistes me disent. Ça serait l'affaire comme la plus efficace. Puis c'était quoi la deuxième partie de la question qu'elle voulait parler avec sa vet? Attends une minute. Tu l'as effacé? Non, je l'ai pas effacé, elle va dans une autre section. Peux-tu répéter les avantages de donner bup-bup versus bupi seul, juste pour en discuter avec ma vet? Oui. Donc, les avantages de bup-bup, selon les articles, ça serait que il y a des récepteurs à opioïdes dans les tissus périphériques. Au début, on se disait, on les utilise proche des nerfs, etc., ou systémiquement parce qu'on veut aller chercher l'effet sur la colonne vertébrale, mais il y aurait vraiment des récepteurs dans les tissus. Donc, le fait d'aller donner un bloc, c'est vraiment qu'on va déposer l'opiacé dans les tissus qui ont l'inflammation. Donc, ça, c'est un peu le mécanisme d'action. Puis l'avantage, c'est que ça ferait de l'analgésie et non de l'anesthésie. Donc, probablement que le patient sent... après quelques heures, mettons, la bupi va être partie, mais l'analgésie va durer. Et dans les articles, ça dure potentiellement cette analgésie-là jusqu'à 3 jours avec un bloc. Donc, super intéressant d'avoir des blocs qui durent aussi longtemps. Fait que tu as moins besoin de médication par la bouche. Ta douleur est mieux contrôlée chez ton patient en ajoutant la buprenorphine au bloc. À date, je l'ai essayé sur 2 cas comme extrêmes, ça a l'air de bien fonctionner. Ça se peut que je me mette à l'utiliser juste tout le temps parce que pourquoi pas? Si ça va bien, puis il n'y a pas... Encore une fois, c'est des drogues très sécuritaires, on utilise tellement un petit volume, c'est pas comme si on allait surdoser le patient, fait qu'on pourrait vraiment le donner tout le temps. Là. A priori, à date, je n'ai pas lu nulle part qu'il y ait de contre-indication à le faire. Puis ça donnerait de l'analgésie plus longue encore. Parfait. Docteur Marie-Noëlle Morin nous dit que la bupré slow release, c'est 0,03 à 0,06 mg/kg chez les chiens et 0,12 mg/kg chez les chats. Ah, je pensais que c'était plus, mais OK. Mais d'abord, à date, je donne qu'est-ce que ça bouteille. Là. Puis il y a quelqu'un, Marc-Claude Roy, qui semble avoir de l'expérience. Elle utilise le CVRS, donc le centre de référence qui est le sud. La dose est plus basse chez le chien, 40 à 60 microgrammes par kilo plutôt que 80 à 120 microgrammes par kilo chez le chat. On l'utilise souvent post-op au CVRS, corps étranger, etc. Et j'ai eu des patients qui ont reçu 3-4 fois la dose par erreur sans sédation excessive. Good. Ensuite, j'essaie de voir. Oh mon Dieu, il y a tellement de chiffres. Quelqu'un de dyslexique pour moi. J'ai l'impression de lire un relevé de banque. Je suis comme derrière ça. Non, excusez, c'est une blague. Bon, alors, là, il y a des doses, mais on va m'écrire dans l'infolette. Là, on a une question ici. Pour une stomatite et extraction de toutes les dents, quelle sera ton analgésie de post-op et combien de temps? Donc, en général, je vais donner
encore une fois, si je n'ai pas de contre-indication, ça va me faire plaisir de donner un INS. Puis là, je vais pratiquement toujours donner un opiacé. Fait que un chat, de toute façon, la buprée, ça fonctionne bien. Bon, c'est juste que chez les chiens, je l'utiliserai aussi, c'est juste que ça coûte une fortune chez les grands chiens. Fait que chat stomatique, tu vas définitivement avoir INS buprée. Je le donne une grosse semaine. D'habitude, mes patients, je vais le donner comme 5 jours post-op. Les chats stomatiques, je vais les donner un petit peu plus longtemps, le 7 à 10 jours. Puis je dis aux clients de ne pas hésiter à rappeler là, si jamais ce n'est pas suffisant, parce qu'on sait que ceux-là, ils ont besoin d'un petit coup de pouce en plus. Si vous rajoutiez à ça du gabapentin, je ne vous verrais vraiment pas d'objection à le faire. Là. Fait que même s'ils partaient à la maison avec trois analgésiques pour un chat stomatique, ça m'irait très bien. Là. Peut-être même que je devrais commencer à faire ça, parce que je trouve souvent qu'ils sont misérables après leur chirurgie. Bien, avant aussi, là. Que donnes-tu comme prémédication? Quel analgésique tu utilises? La très grande majorité de mes prémèdes se font avec méthadone, dexmédétomidine. Moi, je donne du Cerenia à mes patients. Pratiquement tous les patients reçoivent du Cerenia. Puis même, je vous achale si je fais les chirurgies avec vous. Là, aussitôt que le chien met le pied dans la clinique, le matin de la clinique, vous le donnez. C'est montrer que c'est efficace pour contrer les vomissements. Dans les cas des prémédications, là, si c'est donné 1 heure avant la prémède, ça contre les nausées. Ça contre les... Ah non, c'est pas vrai. Ça contre les vomissements si c'est donné 15 minutes avant la prémède, mais ça contre les nausées si c'est donné 1 heure avant. Fait habituellement, nous, si en arrivant, on donne le Cerenia, le temps qu'on se prépare, qu'on set up nos affaires, le temps qu'on prémédique le patient, ça fait déjà probablement 45 minutes, 1 heure qu'on est là. Donc, dans notre cas, ça fonctionne vraiment bien. Fait que moi, tous mes patients reçoivent du Cerenia. Encore une fois, pas dose, mais c'est un médicament qui est très sécuritaire, fait qu'il n'y aurait pas de contre-indication à le donner à tout le monde. Là. Puis là, je pense qu'il y a des études qui se font justement que le Cerenia serait possiblement analgésique aussi. Donc, Cerenia pour tout le monde. Puis après ça, je donne ma méthadone puis ma dexmédétomidine chez personne qui vomit parce que tout le monde a eu son Cerenia. Puis, on donne beaucoup de drips de Dexmed pendant les chirurgies. Fait que ça fait une super belle pression. On baisse beaucoup notre ISO parce qu'ils sont sur Dexmed aussi. Ça fait une bonne analgésie puis ça fait des beaux réveils parce qu'ils étaient dans l'ISO. Moi, je peux te poser une question, même si... Quand, tu sais, tu dois avoir des patients gériatriques, là, tu dois avoir des patients qui ont un niveau de risque plus élevé que la moyenne. Ouais. Est-ce que tu varies? Est-ce qu'avec ce protocole-là, tu trouves que tu viens de chercher comme une bonne majorité de tes patients ou tu dois quand même avoir beaucoup, beaucoup de protocoles personnalisés? La grande majorité, c'est méthadone Dex. C'est plus les quantités de méthadone Dex qui vont changer. Okay. Fait que ma méthadone, si je ne me trompe pas, c'est soit 0.2 ou 0.3. Fait que ça va dépendre si je pense que j'ai besoin de plus ou moins. Puis ma Dex, ça va varier beaucoup. Là. Fait que, c'est un patient gentil, on va peut-être donner 3. Un patient anxieux ou excité ou jeune, on va donner 6. Fait que c'est plus la quantité qui va changer. Puis des fois, quand on a des patients très agressifs, on va rajouter l'ACP. Puis si j'ai des patients très décrépits, ben là, on va y aller avec des doses beaucoup plus minimes. Good. On a quelqu'un ici qui partage. Pour un animal gériatrique, j'utilisais le midazolam, mais ça ne fonctionne pas pour les animaux anxieux. Donc, en prémède, tu donnes quoi? Méthadone et Dex? Souvent, quand même, oui, mais à des doses beaucoup plus basses. Fait que, on donnait peut-être 2 de Dex, mais encore là, ça dépend si c'est cardiaque, etc. Mais ça finit qu'on donne souvent, même s'ils sont cardiaques, mais en très petite quantité. Puis méthadone, moi, quand même, la grande majorité, on reçoit ça. C'est sûr que mes protocoles sont faits avec mon anesthésiste, fait que j'y vais souvent avec ce qu'il me dit, puis j'ai pas nécessairement comme moi-même fait toute la recherche de la littérature sur la méthadone, là, mais ça fonctionne quand même bien. Nos animaux ils ont une bonne sédation, ils ont l'air d'avoir un bon confort, puis ça vomit beaucoup moins. Mais encore là, je donne du Cerenia, fait que je sais pas si ça serait différent avec l'hydro, mais à date, on aime ça. Ça, sur ton anesthésiste, c'est Frédéric, hein? Oui. Qui est au CVL. C'est vrai. Je l'ai croisé au CVQ, puis j'aimerais ça. Là, il est très occupé, mais il me dit peut-être en janvier,
on essaierait de... J'aimerais ça l'amener ici un soir. Oui, c'est sûr. Il est tellement drôle en plus. Il y a un sens du mot extraordinaire. Fait qu'on pourrait trouver un combo, analgésie, parler de bloc, je ne sais pas. Là, ça suscite toujours les passions, les doses. Ah, ça me ferait super plaisir. Bon, je vais travailler. Il y aurait des questions pour lui. Pour de vrai? Oh, oui. Ah, c'est bon. OK. Même moi, on fait tout en collaboration avec eux. Fait que, même dans notre équipement, souvent les vétérinaires, vous venez voir, hey, vous avez tellement de temps, mais vous faites-tu, votre carneau est différent du nôtre? Comme, il y a des questions en masse là, sur l'anesthésie en pratique. Ah, ça serait cool. Je me mets ça à ma liste. Parfait. Là, il y a quelques commentaires sur les doses, là, milligrammes versus ml. Fait qu'on va clarifier tout ça dans l'infolette pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur entre les deux. Parfait. Y a-t-il d'autres questions? J'ai pensé à tellement d'articles. J'ai mon article sur Cyrélia que je peux envoyer, les articles de pub. Là, je vous allez avoir une liste de lecture. Parfait. Y a-t-il d'autres choses que tu veux couvrir dans les pathologies? On a parlé de l'analgésie périopératoire. Attends un petit peu. Ah oui, mais là, tu vois, pendant ma résidence, là, je parlais que justement l'ajout de Dexmed et de Bupré au bloc serait pour le futur, mais là, the future is now. Tu vois, si Fred est bien, ça serait le fun qu'on parle d'acétaminophène. Je pense que c'est une drogue qui n'est pas assez utilisée, exploitée, qui aurait un bon potentiel analgésique pourtant. Ah, est-ce que vous connaissez la Grimace Feline Pain Scale? Ah oui, c'est vrai, hein? Oui. Fait que la plupart d'entre vous la connaissent déjà. Je vois des fois des affiches là, sur les murs des cliniques. C'est super cool. Ça aussi, ça a été fait à la fac. En plus, c'est vraiment génial. Fait que c'est une échelle qui a été développée à la fac. Autant que ça existait en labo pour les rats, mais ils en ont fait une pour les chats. Ce que j'adore de cette échelle-là, c'est que je trouve qu'elle fonctionne super bien pour les douleurs orales parce que la Glasgow, entre autres, pour les chiens, demande toujours de toucher la plaie ou de toucher la partie douloureuse. Puis, en dentisterie, c'est un peu tannant parce que si tu essaies d'approcher ta main du visage du chien, le chien, il réagit tout le temps. Mais est-ce que c'est parce qu'il a mal ou c'est juste parce que tu t'approches de son visage? Fait que j'aime moins la Glasgow pour ça parce que je trouve que ça ne s'applique pas aux douleurs orales pour moi. Tandis que la Feline Grimace Pain Scale, je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle officiellement, tu n'as pas besoin de toucher le patient, tu as juste à le regarder. Et ça fonctionne super bien pour les douleurs, en tout cas post-op de dentisterie, c'est très clair. Il y a même des applis que le client peut downloader puis peut suivre l'évolution de son patient à la maison. Fait que c'est super facile à utiliser. Il y a 5 paramètres. C'est position des yeux, pas position des yeux, mais l'ouverture des yeux, position des moustaches, position du cou par rapport au corps, position des oreilles. Les moustaches, il y a 2 critères, là, fait que ça fait 5. Puis facile à utiliser, je la trouve facile, puis elle fonctionne. Là, on voit la différence, là, les petits yeux plissés, les petits patients, là, tout comme s'ils avaient pris un citron. Là. Fait que ça, c'est les patients qui sont douloureux puis qui ont besoin d'analgésie. Fait que aussi, il y a même un site web, là, c'est pas compliqué, l'article est gratuit, puis vous avez accès à tout facilement. Là, c'est vraiment cool le travail qu'ils ont fait. Là. C'est Marina. Mon Dieu, je ne sais même pas son nom de famille. Je l'ai croisée toute ma résidence, c'est Marina. Tout le monde sait c'est qui Marina. Qui a fait ça, c'était son projet de PhD, je pense. Wow! Oui, ils ont des prix là, partout dans le monde avec ça, là, c'est vraiment cool. Là, oui. Si vous ne connaissiez pas ça encore par hasard, là, allez voir ça, c'est vraiment intéressant. Je pense qu'il y en a eu l'année passée, au début de cette année, il y a eu quand même pas mal de publications là, à ce sujet-là. Là. Quand c'est bien pratico-pratique, ça a vraiment ça a eu un bon rayonnement sur les médias sociaux aussi. Bien, tant mieux, mais je trouve que ça marche bien pour la bouche, justement, parce que tu n'as pas besoin de toucher le visage du patient. Super. Ah, on a un commentaire. Quel est le nom de l'échelle? Est-ce qu'il était, j'imagine qu'il est traduit en français, là? Attends, je vais le trouver vite. Oui. C'est la Feline. Je l'avais. C'est Feline Grimace Scale. On va trouver le lien en français aussi. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions?
En français, c'est fr.felinegrimacescale. Mais le nom de l'échelle de douleur féline, l'échelle de grimace. Je ne sais pas comment ils l'ont. Prenez sur la FGS Feline Grimacescale. Non, ils n'ont comme pas traduit le titre. Échelle d'expression faciale de la douleur féline. C'est ça, il y a peut-être un mot de plus. En français. Oui, c'est ça. Grimace, ça nous bien mal. Ouais, il n'y a comme pas un petit nom court cute, là. C'est ça. Ou ça fait moins professionnel, ça fait moins médical. On a nos commentaires ici. C'est l'échelle des grimaces faciales félines. Oui. On va vous envoyer le lien. Oui, est-ce que d'autres questions? On est déjà rendu à 8h22. Oui. Je ne sais pas si tu as d'autres contenus, Josée, à partager. La résorption, ça fait mal quand c'est dans la bouche, pas quand c'est juste les racines. On en parle une autre fois. Parfait. Donc, on va faire le suivi. Il y en a plusieurs à chaque fois qui me demandent « Ah, j'ai manqué l'enregistrement, comment qu'on fait? » Faites-vous-en pas. Si vous êtes inscrit, bien là, vous êtes là. Si quelqu'un vous le demande, si vous êtes inscrit à un des webinaires, moi, je vous ajoute à la base de données. Donc, vous allez le recevoir si, disons, dans un cas futur, vous le manquez. On va statuer avec ce super sondage à 50-50. Qu'est-ce que nous allons faire pour le prochain, si on y va juste avant Noël ou après le temps des fêtes. Et on va aussi revenir avec la liste des références. On a, oui, les liens. Merci à vous. Merci surtout à Josée pour son temps. Elle montre ça gratuitement puis à temps perdu. Fait que merci beaucoup, Josée. C'est toujours le fun. Josée, on ne s'est jamais rencontrés en vrai. Je trouve ça toujours fascinant de c'est vrai, on ne s'est jamais vu en vrai. Je ne sais même pas comment tu mesures. Je ne sais pas si tu es grande. Il y a des gens aussi vécus qui m'ont vu pour la première fois et m'ont dit « Oh, t'es grande! » Il y a quelqu'un qui trouvait que j'avais l'air enceinte. Écoute, j'ai eu des affaires, c'était tellement drôle. Mais non, on ne s'est jamais vu en vrai, il va falloir le faire. Mais c'est toujours le fun de se réunir comme ça les lundis. Puis, ben, le quiz, je vais essayer de trouver un petit cadeau, un petit prix de présence original pour faire rire un petit peu. Et puis, attendez, il y a des commentaires qui rentrent. Ah, ben c'est des merci. Merci à vous. C'est grande. C'est qui cette personne anonyme? Josée, grande, t'es grande? Ben, pour une fille, il y a des filles plus grandes que moi, là, mais... Comment tu mesures? Hein? 5 et 6. Ah, je mesure 5 et 9 et demi. Genre, tu vois, ma collègue, ma coloc Raph, c'était 5 et 8, je pense, et elle me dépassait. Bon, mais là, on va arrêter ça parce que Josée et moi, on peut vous jaser ça pendant un bout de temps. Bon, merci à tous. Merci pour votre temps. Faites attention, tout le monde. Prenez du Bioca parce que le virus respiratoire, qu'est-ce qu'ils ne disent pas, c'est que ça vient aussi avec la gastro. On est là-dedans à la maison. Donc, faites attention à vous. On continue les bonnes mesures d'hygiène. Puis, je vous souhaite de vous rendre aux fêtes sans problème respiratoire pour vous, votre famille, les enfants. Et puis, ben, à la prochaine. Puis, on vous envoie ça d'ici les prochains jours. Vous allez avoir toute l'information. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bye.